le sujet était donc le suivant, au point de vue purement procédural. Il y avait donc ce qu'on appelle une demande préalable, qui est un recours gracieux qu'on fait à la ministre, qui était le 5 novembre. Donc à partir du 5 novembre, elle avait 2 mois pour répondre. Moi, ne voyant pas revenir la réponse, je n'ai pas cessé, mais mon collaborateur aussi, de demander, c'était pas de harcèlement, mais quand même une réponse. Cette réponse, d'abord, on m'a dit qu'on ne trouvait pas le dossier, bon, sans vouloir trop polémiquer, il fait quand même 50 cm au niveau du ministère. Alors, par une lettre reçue du 13 novembre 2015, qui m'est adressée, représentant les 2500 personnes, vous me demandez de prendre toute mesure pour imposer aux laboratoires pharmaceutiques produisant des vaccins de fabriquer et mettre sur le marché des vaccins trivalents DTP, sans adjuvant, notamment d'aluminium et formaldéhyde. Donc ils ont bien compris le problème, on veut un DTP tout simple, et comme il a été à l'origine. Je tiens tout d'abord à rappeler l'attachement de la ministre et le mien à la protection de la santé de la population, dont la vaccination est l'un des dispositifs les plus efficaces. Et voilà le vrai sujet, on rentre dans le sujet. Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire en application de l'article EL 300, je vous passe les détails, du Code de la santé. Et la réponse est la suivante. Il est possible aux personnes concernées soit de recourir au vaccin hexavalent, donc le fameux 6, qui contient l'hépatite B, disponible en officine, donc il vous renvoie encore à l'hexavalent, soit de faire vacciner leur enfant seulement contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Donc on se dit, tiens, c'est bien, ils sont d'accord, on va l'avoir. Mais non, il vous explique. Un kit spécifique appelé kit DT-Vax plus Imovax Polio est disponible gratuitement à la demande du médecin au laboratoire pour les patients, donc on se dit là aussi, ça y est, on a gagné, non, présentant notamment une contre-indication à la valence coquelucheuse. Alors moi, en tant que juriste, je réagis tout de suite parce que je me dis quoi? Si c'est gratuit, déjà, c'est bien, pourquoi pas, mais pourquoi privilégier malheureusement des enfants peut-être qui ne peuvent pas subir celui de l'hépatite, mais surtout des enfants qui auraient la coqueluche. C'est-à-dire que je m'imagine très bien la situation. On va dans une pharmacie. Un enfant qui a la coqueluche, après avoir eu une ordonnance qui est un véritable parcours du combattant pour l'obtenir, si on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut que votre médecin traitant vous dise ça, monsieur le professeur connaît encore mieux le sujet, c'est-à-dire avec une ordonnance qui vous dit, voilà, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce vaccin DT polio gratuit, et un autre bébé, une autre maman qui est à côté, qui, elle, malheureusement ou heureusement pour elle, n'a pas un enfant qui n'a pas la coqueluche, eh ben elle n'y aura pas droit. Donc dans la même pharmacie, vous allez avoir une espèce de discrimination qui porte atteinte, et là on habille ça juridiquement, aux droits fondamentaux de toute l'égalité des citoyens. Et je vais même plus loin, parce que nous avons des éléments qui disent, et ça revient dans, je l'ai ici, de Sanofi Pasteur, qui vous dit oui, que pour satisfaire à la demande, ils ont pu le faire à Toronto. Ça veut dire qu'à Toronto, on peut l'obtenir, mais on ne peut pas l'obtenir en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut le fabriquer, c'est ça qui est important. On peut le fabriquer, pourquoi ne pas le mettre à la population en général et faire des distinctions de ce type? Et je voudrais en terminer pour dire que monsieur le professeur Joyeux, qui s'est battu, parce que moi je rentre dans la mouvance, qui s'est battu depuis le début, pour expliquer qu'il y avait un lien de causalité entre la sclérose en plaques que l'on donne à un petit bout de chou. Alors là, permettez-moi d'en sourire, parce que c'est un petit bout de chou qui n'a pas besoin d'avoir l'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible. Il vient de naître et on va lui inoculer pour une maladie sexuellement transmissible. Mais c'est quand même pas anodin et inquiétant quelque part, donc, et irréaliste. Une des jurisprudences et une de la Cour de cassation, ce qui n'est pas rien, qui considère qu'il y a un véritable lien de causalité entre l'hépatite B qui est inoculée et la sclérose en plaques. Quand je vous dis cour de cassation, première chambre de la Cour de cassation, une décision qui a fait son chemin, parce que vous savez que quand on va à la Cour de cassation, ça veut dire qu'on a passé les 3 étapes de notre juridiction, ce qui n'est pas rien. Et la dernière, alors celle dont je vous parle là, elle date de 2012, et une dernière qui est importante et qui va dans le prolongement de ce qu'a toujours dit monsieur le professeur Joyeux sur le plan médical, car moi je ne veux pas rentrer dans le débat médical, c'est celle du Conseil d'État du 22 juillet 2015 qui dit bien qu'elle condamne, considérant que le dernier état de connaissance scientifique
l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclu et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Et qu'est-ce que c'est la condition à l'espèce? C'était que tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofascites à macrophages, à l'emplacement des injections, c'est ça qui est important, c'est qu'à cet endroit-là est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit si certains de ces symptômes préexistaient et qu'ils se sont aggravés. Cette lettre du 12 février, qui est venue tardivement, puisqu'elle aurait dû venir un mois avant, nous a obligés, j'allais dire, à porter l'affaire devant le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État actuellement est saisi de ce recours qui demande donc que l'on retrouve en pharmacie, donc c'est le recours qui correspond à la demande préalable et au terme duquel on demande d'obliger à ce que c'est une vente au grand public de cette DTP polio, ce que vous espérez et ce que nous espérons tous. Et encore une petite date, si vous permettez, comme on l'a déposé très exactement le 7 mars 2016, on doit avoir de la part de la ministre, mais cette fois-ci officiellement sous forme... 2016, hein, du 7 mars 2016, on doit avoir le 7 mai 2016, entre ces deux dates, elle a injonction maintenant de répondre, mais cette fois-ci juridiquement, devant le Conseil d'État. Et à la suite de cette réponse, le Conseil d'État pourra statuer, à moins que nous estimions qu'il est nécessaire, nous, qui représentons les 2500, de faire ce qu'on appelle la mémoire en réplique, mais il y a quand même une date intéressante, c'est celle du 7 mai 2016, mais qui augure, cette lettre du 12 février que j'ai, augure de la réponse, même s'ils vont l'habiller peut-être juridiquement différemment. Nous avons les deux jurisprudences dont je vous ai fait état tout à l'heure, et puis surtout cette notion de vente imposée, de vente liée, qui est interdite en France. C'est comme si, aujourd'hui, le principe de l'égalité de tous devant l'accès à la santé pouvait ne pas exister, et c'est vraiment le problème, et puis surtout que l'État cautionne un peu cette situation et en ne réagissant pas réellement, l'État permet donc à grande échelle la pratique du refus de vente. C'est quand même important de mettre le doigt sur cet aspect-là.